Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à cette table ronde. Je me présente, je suis Steve Marvin de la PFA, la plateforme automobile, et j'ai la responsabilité d'animer le pôle R&D et innovation de la PFA. Et donc j'essaie de conduire des actions communes dans l'écosystème automobile et mobilité pour l'industrie automobile en France. Juste un mot, c'est que je vous conseille vivement de flasher sur le code QR parce que je pense qu'au-delà des premiers rangs, vous aurez du mal à entendre la discussion. Donc, vous pouvez utiliser vos téléphones pour écouter le table ronde. Donc, on va discuter aujourd'hui avec mes invités qui sont quatre, que je vais présenter après. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les opportunités, regarder les opportunités de transformation et diversification des acteurs de l'automobile. Comment on vit une grande transformation dans le monde actuellement. Si on peut basculer sur les slides, s'il vous plaît. On peut mettre l'écran sur les slides. Ah, c'est... Je pense que c'est une double écran. Voilà. Ouais, on arrive là. Ici, oui. En mettant en plein écran. Voilà. Et ça marche pas non plus. Je me permets. C'est quel slide, monsieur, celui-ci? Oui. Oui, c'est ça, oui. Si on met maintenant en plein écran, ça doit faire l'affaire. Après tout ça, bon, maintenant, je peux vous expliquer un petit peu le mix qu'on a vu dans les 5 dernières années. On a vu que le mix des véhicules électriques a augmenté énormément. Donc ça, c'est la grande transformation qu'on a vécue. Depuis 10 ans, ou plutôt depuis 5 ans, on voit qu'en total, les véhicules électrifiés, et par ça, je compte les véhicules à batterie, mais également les véhicules hybrides rechargeables, ont passé de 2% du marché en 2017 à 20% dans les 8 premiers mois de cette année. Donc, on voit que la part des véhicules purement électriques a augmenté à 12%. Et avec ce type de mix, la France est en tête de course, quasiment au même niveau que les meilleurs marchés du monde en termes de mix véhicule électrique. Pourquoi les gens ils basculent sur le véhicule électrique? C'est parce que, notamment, ils ont un petit peu la conscience environnementale. Il y a également le coût d'usage. Il y a également l'agrément d'utiliser des véhicules électriques. Et c'est vraiment une dynamique qui est en train d'être entamée de manière spectaculaire. Et en termes de nombre de personnes, en termes de nombre de modèles qui sont disponibles, on est passé de 41 modèles qui sont disponibles. Cette année, on a 75 véhicules purement électriques disponibles. Ce qu'on voit, c'est pas le même. En termes de réglementation, évidemment, il y avait les annonces au mois de juin avec l'accord du Conseil européen sur la fin des véhicules thermiques en 2035.
en mettant ça en perspective, plus une trajectoire sur le coût des véhicules, le coût de l'énergie, et donc ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, on a une dynamique qui arrive, où on arrive maintenant, on considère qu'en 2030, on sera à 50% du mix de véhicules particuliers en véhicules électriques. Et évidemment, en 2035, à 100%, parce que c'est la fin des véhicules thermiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de... Parce que là, on est ici pour présenter des opportunités pour les entreprises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de la filière française? Donc, on voit sur la carte de la France, là, une cartographie des emplois en France et la localisation. Et on voit qu'il y a près de 400 000 salariés en France aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir? Comment on va transformer ces emplois qui aujourd'hui sont en majorité dédiés à des véhicules thermiques? Comment on va bénéficier des opportunités qui sont disponibles avec la nouvelle technologie? Bon, ça c'est juste l'introduction. Maintenant, je vais tourner vers le panel qu'on a assemblé ici, des experts, parce que j'espère qu'ils ont apporté quelques réponses. Donc, je vais prendre le temps maintenant de présenter le panel. Donc, en termes de Ladies First, je présente Sophie Schmidt-Lin, qui est CTO de l'économie circulaire pour Renault Group. Béatrice Lacou, qui est directrice marketing et communication et pour tout ce qui est notamment hydrogène dans le contexte de cette table ronde pour la société Plastic Omnium. Philippe Chin, qui est Chief Customer Officer et cofondateur de Verkor, qui est une start-up française dans le domaine de la batterie pour les véhicules. Et Valérie Cervantes, qui est COO de Metacar Mobility Systems. J'espère que j'ai tous vos titres corrects là. Donc, on a une représentation pour l'électrique, pour partager, pour l'hydrogène et pour l'économie circulaire. Donc, je pense qu'on couvre tout le scope de notre activité là. Donc, je vais commencer sur le sujet de l'hydrogène. Béatrice Lacou, récemment, très récemment, vous avez eu la chance d'avoir la visite de notre Premier ministre, notre ministre de, je ne sais pas combien de ministres, mais beaucoup de ministres chez vous, chez Plastic Omnium, pour annoncer les activités sur l'hydrogène et le soutien qui est donné. Qu'est-ce que vous avez, pourquoi Plastic Omnium a choisi l'hydrogène et quelles sont les perspectives que vous voyez dedans? Merci. Donc bonjour à tous. D'abord, je crois qu'il faut rappeler que l'hydrogène, c'est reconnu comme un vecteur énergétique assez vertueux, non seulement pour décarboner le transport, mais pour décarboner aussi toute l'industrie, avec un potentiel de marché énorme en France, dans l'Europe et dans le monde. L'hydrogène aussi permet de réduire la dépendance énergétique des États vis-à-vis des produits pétroliers, à condition qu'on puisse fabriquer de l'hydrogène à partir d'électricité verte. Alors, il faut aussi savoir quelques chiffres. En 2021, l'Hydrogen Council, qui est l'association qui rassemble tous les fabricants de la chaîne de valeur de l'hydrogène dans le monde, a annoncé qu'il y avait plus de 240 milliards d'annonces d'investissement, de milliards de dollars d'investissement dans le monde ont été annoncés l'année dernière. Alors ce sont des annonces, ça ne veut pas dire que ça va être des investissements réalisés, mais c'est déjà un modèle. Quant à l'Europe, au travers des mécanismes de l'IPCEI, enfin en français l'IPIEC, donc les projets importants d'intérêt commun européens, a fédéré la filière hydrogène pour rassembler l'ensemble des acteurs industriels et des États. Et c'est justement dans ce cadre-là que la semaine dernière, l'État français et la Première ministre est venue chez Plastic Omnium annoncer un financement de 2,1 milliards d'euros pour la filière hydrogène, un financement pour la partie technologique et les usages pour développer cette filière hydrogène en France.
Maintenant, si je fais un focus Plasticomnium, le Plasticomnium, ça fait une dizaine d'années qu'on est en tant qu'équipementier automobile de rang 1 impliqué dans cet hydrogène, avec vraiment une vision de penser que l'hydrogène va vraiment jouer un rôle prépondérant demain pour les véhicules, pour la décarbonation du transport. C'est plus de 300 millions d'euros d'investissement et on continue à investir dans les années futures pour développer des réservoirs hydrogène dits haute pression. Donc ce sont des réservoirs en fibre de carbone avec une chemise interne en plastique et des piles à combustible qui permettent de générer l'électricité à bord des véhicules. Et avec forcément une ambition très forte de devenir un des champions français, européens, mondiaux de cet hydrogène ou des composants de l'hydrogène, réservoirs, piles à combustible pour le transport globalement. Et en termes de niche de marché, vous voyez quoi comme potentiel? Alors déjà, je vous rappelle quand même, je ne sais pas si tout le monde le sait bien, mais effectivement, un véhicule hydrogène, c'est vraiment un véhicule électrique qui ne rejette que de l'eau en roulage, il faut quand même rappeler ça, qui autorise de faire un plein en 3 à 4 minutes, c'est-à-dire quand on fait le plein d'hydrogène de son véhicule pour les voitures, c'est un peu plus long pour les camions, et surtout qu'il y a une autonomie similaire aux véhicules thermiques. Donc on va pouvoir vraiment substituer une partie des véhicules thermiques existants avec des véhicules hydrogène. Le marché premier, alors c'est aussi des véhicules très complémentaires au BEV, aux véhicules électriques. On n'est pas du tout en opposition et chacun va avoir ses usages prépondérants. Aujourd'hui, ce qui tire la mobilité hydrogène, ça va être quand même la mobilité lourde pour des usages intensifs et des longues distances. Et en deuxième lieu, les véhicules particuliers. Les ambitions, les chiffres qui sont partagés aujourd'hui, ce serait plus de 3 millions de véhicules en 2030 qui seraient des véhicules hydrogène, dont 20% de camions et bus. Et pour la niche, après, tout le transport va pouvoir se déployer avec ce carburant hydrogène. Vous m'avez donné la transition vers l'électrique pour parler de la complémentarité électrique. Donc, Philippe Chin, Verkor est une start-up. On peut dire que c'est une start-up française. Première question qui m'intéresse, c'est pourquoi la France? Oui. Je sais que vous avez eu une carrière internationale, comme la plupart de vos collègues chez Verkor. Pourquoi avoir choisi la France et quels sont les avantages ensuite que la France peut donner? Bien sûr, merci Steve. Alors, dans ton introduction, tu as parlé de le fameux passage à l'électrique en 2035, 100% de véhicules électriques en 2035 en Europe. Ça paraît très loin, mais on sait tous qu'il faut s'y prendre maintenant. Mais en fait, ce que tu as montré, tu as montré le début d'une courbe en S. On est passé de 2% à 20% d'électrique en 10 ans, mais en réalité, on va monter beaucoup plus vite. Ce qui se passe, en fait, c'est une métamorphose, pour reprendre le titre de cet événement. Le marché de la mobilité est en train de devenir électrique, complètement, y compris l'hydrogène, bien sûr. Et pour faire ça, ça présente en Europe un enjeu majeur qui est de garder à la fois notre souveraineté, à la fois notre indépendance, à la fois la sécurisation de nos chaînes d'approvisionnement. Pour ça, il faut créer une industrie européenne de la batterie. C'est pour ça qu'on a créé Verkor et que d'autres initiatives sont nées en Europe pour justement participer à la création de l'industrie européenne. Et pourquoi la France? En fait, pourquoi il faut créer une industrie européenne de la batterie? J'ai dit souveraineté, indépendance, sécurisation. Le dernier point qui reste, c'est CO2, sustainability. Il faut qu'on arrive à faire ces batteries à empreinte carbone minimale. Et pour ça, il y a beaucoup de conditions, mais l'une d'entre elles, c'est d'utiliser une énergie décarbonée. Et en France, on a de la chance, on a une énergie très décarbonée. Donc c'est la vraie bonne raison pour laquelle on s'est installé en France. Et on peut aller même plus loin. Et on pourra expliquer plus tard pourquoi on s'installe à Dunkerque, où on a en particulier accès à justement une énergie spécifiquement décarbonée. Donc voilà l'enjeu et voilà comment Verkor est né. Merci beaucoup. Valérie, j'aimerais bien parler un petit peu de mobilité partagée là. On voit qu'on est en train de passer, au moins une partie de la population est en train de passer d'une mobilité d'être propriétaire de sa propre véhicule et plutôt une mobilité en tant que service. Pourquoi vous voyez cette croissance et quelles sont les raisons pourquoi ça peut réussir en France? Oui, alors
Merci. Je vais d'abord présenter ce que nous faisons rapidement. Oui, on est dans le domaine de la mobilité partagée, donc une start-up. Et en tant que start-up, on fait notre travail de start-up, c'est-à-dire qu'on va chercher une rupture. Et nous, on va chercher une rupture servicielle. On développe un petit système de véhicules qui s'emboîtent comme des chariots de supermarché et qui se redistribuent en groupe, pour que des gens qui arrivent à un hub de transport public, par exemple, puissent disposer d'un véhicule immédiatement. Il sera là immédiatement parce que quelqu'un l'aura ramené sous la forme d'un convoi en groupe et puisse aller à sa destination finale de façon très efficace. Parce qu'aujourd'hui, c'est un endroit où la mobilité pêche. En général, quand on sort du train, les lignes de bus de correspondance, quelquefois, on perd son temps et les trajets ne sont pas optimaux. Donc voilà, on essaye d'apporter un nouvel outil dans ce monde. Alors pourquoi on le voit grandir? D'abord, je dirais il y a des facteurs d'ordre public et d'ordre privé. D'ordre public, il y a des politiques publiques qui incitent à la mobilité partagée. Le bâton et la carotte. Le bâton, on restreint le stationnement en ville, la voirie aussi, et quelquefois il y a des arbitrages de voirie en faveur de la mobilité partagée, du vélo. Donc on contraint les modes de propriété. Par ailleurs, la ville cesse de grandir. Jusqu'à présent, on avait un étalement urbain de 1% par an. Maintenant, on est en train de le bloquer. Donc, les villes deviennent denses. Donc, quand on dit denses, elles sont moins favorables à la mobilité de propriété. Et puis après, il y a des facteurs privés. Parce que souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent la mobilité partagée est une forme vertueuse de mobilité parce qu'on prend moins de place ou on émet moins d'émissions. Donc des gens arbitrent aussi en fonction d'arbitrage personnel. Bon, on peut faire du vélo avec son vélo, c'est de la mobilité privée, mais souvent la mobilité partagée est vertueuse. Donc on a cet arbitrage. Et il y a enfin un dernier phénomène, c'est que tous ces modes de mobilité partagée se renforcent les uns les autres. C'est-à-dire quand il s'agit de trouver une alternative à la voiture, le taxi est l'ami du transport public, est l'ami du vélo partagé ou est l'ami de l'autopartage ou du covoiturage. Toutes ces alternatives se renforcent, donc on a finalement une dynamique qui est positive, un cercle vertueux qui s'enclenche sur cette croissance du transport partagé. Merci beaucoup. On va revenir sur les opportunités, sur chacun de ces métiers tout à l'heure, mais j'aimerais bien passer maintenant à Sophie Schmittlin, CTO économie circulaire chez Renault. Sophie, économie circulaire, c'est quelque chose, c'est un terme à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour Renault? Justement, je voulais commencer par ça. Bonjour à tous, parce que tu as raison, c'est un mot qui est très à la mode et finalement, c'est utile de se redire précisément quelle est la signification et en quoi c'est un sujet intéressant pour ce type d'événement dont l'objectif c'est de dessiner des opportunités de nouveaux business, de nouveaux types d'activités. Donc en fait, je vais reprendre la définition qu'a donnée l'ADEME de l'économie circulaire. L'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, des biens et des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement. Donc en fait, on se rend compte tout de suite que c'est effectivement quelque chose qui est générateur possiblement de nouveaux business, puisque c'est un système économique d'échange et de production. Et quand on applique ce concept à l'automobile, finalement, ça revient à voir l'automobile comme une source de valeur tout au long du cycle de vie et non pas comme un objet manufacturé que je dois dire, moi, je regardais précédemment. J'ai un background qui est dans l'industrie automobile. J'ai toujours regardé l'automobile comme un objet qu'on conçoit et qu'on fabrique. Punto, on le met sur le marché. Si maintenant on le regarde avec les yeux de l'économie circulaire, ben finalement, on réfléchit d'abord aux matières qu'on met dans la conception d'un véhicule qui peuvent contenir des matières recyclées. Et donc, c'est un business que de fabriquer des matières recyclées. On peut intensifier l'usage du véhicule qu'on met sur le marché. Et ça, c'est toutes les solutions de mobilité qui sont en train de se développer. On peut aussi étendre la vie du véhicule. Et là, il y a tout un tas de business autour du reconditionnement des véhicules, de la réparation, du fait de donner une seconde vie à certains organes du véhicule, comme par exemple la batterie, pour en faire des usages non automobiles, de les rétrofiter
puisqu'aujourd'hui on sait qu'on aura des restrictions d'accès aux véhicules avec des vignettes critères plutôt supérieures à 1, 2 assez rapidement, donc il y a une problématique de rétrofit. On peut également faire de la réutilisation de pièces d'occasion en faisant du remanufacturing. Donc on remanufacture des moteurs, des boîtes de vitesse, des turbocompresseurs, etc. Et enfin, on gère le véhicule en fin de vie, de sorte à être en mesure de le démanteler, récupérer des organes, des pièces, de la matière pour justement alimenter les filières de recyclage qui permettront de boucler la boucle. Donc en fait, le point, c'est vraiment qu'on peut regarder le véhicule vraiment de deux facettes. Et la facette économie circulaire, en fait, c'est tout un potentiel de développement d'activités complètement nouveaux et en plus pour le territoire, parce qu'en général, c'est des activités qu'on fait en champ proche, on est sur des marchés locaux. Et je voulais, pour illustrer un petit peu le type d'activité, le type de développement de nouvelles entreprises ou de start-up que ça peut recouvrer, je voulais donner deux exemples très concrets de développement et de partenariat qu'a établi le groupe Renault avec des start-up dans le domaine de l'économie circulaire. Et je vais prendre des exemples concrets qui sont issus de la Refactory. Vous connaissez probablement le projet de la Refactory qui a été lancé il y a 2 ans déjà par Renault, qui consiste à reconvertir le site industriel de Flins, qui est à l'ouest de Paris, à 30 km, qui voit la fin de ses activités traditionnelles en 2024, puisque ce sera la fin de vie des modèles Zoé côté Renault et puis Micra côté Nissan. Et donc il y avait une problématique de gérer la fin de vie de ces véhicules et de gérer l'activité de ce site. Et donc il y a un grand projet de conversion industrielle pour dédier ce site à l'économie circulaire dédiée à la mobilité qui a été lancé. Et dans lesquelles donc, il y a des activités autour de différentes thématiques, le rétrofit, prolonger la durée de vie des véhicules, ce qu'on appelle la re-énergie, c'est-à-dire générer des énergies vertes par l'utilisation de batteries en seconde vie, ou bien par le développement de solutions hydrogène. On a une co-entreprise là qui s'appelle Ivia entre Renault et puis Plug Power qui développe des véhicules utilitaires hydrogène. Recycle, où on fait du manufacturing de pièces et de matières premières, et puis un hub d'innovation. Alors les exemples concrets de partenariat, par exemple annoncé très récemment en juillet 2022 entre Renault Group et puis une start-up de Grenoble, je crois, oui, qui s'appelle Phoenix Mobility, pour faire du rétrofit de véhicules utilitaires du master en véhicules électriques. Pour là, tous les artisans, etc., qui ont investi dans des véhicules utilitaires qui leur ont coûté assez cher parce qu'ils sont customisés pour leurs besoins. Donc ça va leur permettre de passer le cap des ZFE. Ou alors un autre exemple, un partenariat signé l'année passée, en 2021, entre Mobilize, la branche mobilité énergie, la nouvelle marque de Renault, et puis une start-up allemande qui s'appelle Betteries. Et là, l'objectif, c'est de développer ensemble des solutions de stockage stationnaire en réutilisant des modules de batterie pour en faire des petits groupes d'électrogène électrique, en fait, pour des usages secondaires qui peuvent être bout de truck, des chantiers de construction, puisque on voit bien que c'est un marché également qui se développe. Donc voilà, pour illustrer les potentiels de création de nouvelles activités. Merci beaucoup pour cette explication très, très claire. Ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est vraiment la question de partenariat. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un message que moi, personnellement, à la PFA, on a envie de passer souvent, c'est que le monde de demain va être de partenariat entre des anciens acteurs qui sont en train de se transformer avec des startups. Donc, Philippe Chin, en termes de partenariat, vous êtes bien placé, je pense, pour en parler un petit peu. Parce que vous êtes, j'imagine, un fournisseur en tant que start-up de partenariat avec les grands groupes, mais également, vous cherchez des partenariats avec d'autres start-up. Oui, absolument. La première chose, c'est que Verkor a été créé il y a 2 ans. Et
sur l'impulsion que j'ai décrite tout à l'heure, participer à la décarbonation de la mobilité en Europe, à la création d'une industrie européenne de la batterie. Pour ça, il fallait rassembler à peu près 3 choses. Avant tout, une équipe capable de mener ce projet, de construire une gigafactory de batterie, c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, un client. Et enfin, du capital et du financement pour tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a d'abord rassemblé une équipe de spécialistes mondiaux, une 30aine de personnes qu'on a embauchées dès le début de l'aventure. Et avec cette équipe, on a effectivement créé un projet pour aller convaincre un client qui est devenu un partenaire. Ce partenaire, c'est Renault, avec qui on a signé un partenariat très important il y a un peu plus d'1 an, en juillet 2021. Et effectivement, c'est un partenariat fondateur par lequel Renault devient notre premier client, mais aussi co-concepteur de la première cellule, de la première batterie qu'on va développer. Et ensuite, une partie intégrante de ce partenariat, c'est que Renault est devenu notre actionnaire à hauteur d'un peu plus de 20%. Donc évidemment, c'est un partenariat très important. Et le troisième volet que je citais tout à l'heure, c'est le financement. Donc on a, bien sûr, Renault a investi dans l'entreprise, mais c'est surtout la présence à nos côtés de Renault qui aussi va nous permettre de mener à bien le financement global de notre usine. Donc bien sûr, la démarche de partenariat est fondamentale. On développe d'autres partenariats avec d'autres acteurs, notamment le groupe Plastic Omnium, pour développer des packs batteries justement à destination d'autres catégories de véhicules, en particulier de véhicules utilitaires. Donc là encore, la démarche de partenariat est fondatrice et nous permet d'avancer, de prendre à la fois une place dans le marché, mais surtout de créer de la crédibilité et de la visibilité dans le marché sur notre offre et le rôle qu'on veut jouer dans ce marché. Et Valérie, en termes de collaboration, vous êtes, si j'ai bien compris, vous collaborez aussi avec, vous avez des partenariats avec des grands acteurs industriels aussi, hein, je crois, dans le... Tout à fait. Alors, premièrement, nous sommes issus du CEA Grenoble. Donc nous sommes à la base issus voilà, on a une filiation qui génère un partenariat naturel. Ensuite, on est issu d'un projet européen. Le concept a été développé dans un projet européen, donc aussi d'un consortium sur lequel on a gardé beaucoup de liens et qui impliquait notamment Cities, le leader français de l'autopartage. Le Grand Lyon et son bras armé de l'autopartage Lyon Parc Auto. Donc ça, c'est pour les partenariats locaux. Et enfin, on a monté un consortium qui implique aussi la SNCF, l'UTAC, E4V, fabricant de batteries. Et nous avons aujourd'hui des protocoles d'accord avec les grands opérateurs de transport public, donc SNCF, Keolis, Transdev, et des opérateurs d'autopartage. Et je dirais, notre challenge, en fait, c'est d'arriver à développer un écosystème. Donc c'est fondamentalement participatif. Et pour se focaliser sur ce challenge, en fait, on est fabless. On s'est appuyé, alors là, sur un partenariat très, très structurant. La fabrication, l'assemblage des véhicules est réalisé par Gitect, donc qui est un équipementier français basé au sud de Lyon. Et voilà, ce qui nous permet, nous, de faire émerger cet écosystème et de s'appuyer sur des compétences solides déjà existantes. Je remarque d'ailleurs qu'on a une table ronde très non parisien, hein, à part Sophie et moi-même, parce qu'on a vraiment centrage sur Grenoble, Lyon, et ça m'amène maintenant au côté Plastic Omnium, en termes pour rester sur le thème de partenariat. Donc pour Plastic Omnium, on a effectivement élargi nos partenariats dans l'hydrogène déjà au travers de, si je reviens en fait à cette grande industrie de l'hydrogène et des partenariats au travers des IPCEI, hein, où l'important c'était de pouvoir nouer des partenariats avec des petites entreprises, des centres de recherche, d'autres entreprises sur le même marché pour déployer cette filière et se retrouver pas dans la même situation, j'ai envie de dire, que ce qu'on a connu dans la batterie, où finalement, même si la France à un moment donné avait tous les éléments entre les
les mains, s'est laissé un peu dépasser et s'est fait dépasser par l'Asie qui est devenue aujourd'hui prépondérant sur le marché des batteries. Aujourd'hui, ça c'est la grande force de cette filière hydrogène, c'est qu'il y a une prise de conscience d'une obligation ou d'un intérêt de faire des partenariats avec par exemple des institutions publiques comme le CEA ou d'autres et dans la filière s'associer avec des fabricants de véhicules ou de stations de recharge pour que cette filière se déploie dans les meilleurs délais et qu'il y ait aussi l'Europe comme grand champion sur ces sujets-là. Et donc dans l'entreprise, forcément, on déploie des partenariats. Enfin, on est surtout toujours un peu dans les achats, dans les partenariats avec les constructeurs. Hein. Nous, on est équipementier, donc il faut rester humble. Hein. On est là pour proposer nos produits et que les constructeurs les déploient. Mais aussi, on accompagne les constructeurs pour que cet hydrogène devienne une réalité. Il faut aussi faire un peu d'évangélisation sur ces sujets-là pour que vraiment ce soit quelque chose qui devienne demain une réalité et pas un vœu pieux. Mais vous ne vous limitez pas uniquement à l'Europe, hein. Vous êtes... Ah oui, donc j'avais effectivement, alors en tant qu'équipementier de rang 1 et étant leader mondial aujourd'hui sur les réservoirs à carburant, c'est du thermique, on est aussi dans une vocation de se transformer, on accompagne les industriels dans le monde entier, on va accompagner aux États-Unis, on a fait des annonces pour accompagner des constructeurs aux États-Unis, pour accompagner des constructeurs en Corée, et bien évidemment, mais le centre de recherche est en France, donc ça bénéficiera aussi à l'emploi français. On ne peut plus raisonner non plus à l'échelle France-Europe, on est quand même dans un modèle étendu et mondial. Donc oui, c'est forcément important d'avoir ces partenariats avec l'ensemble des équipementiers ou des constructeurs automobiles dans le monde, qu'ils se soient voitures, mais bus, camions. Et maintenant, on voit arriver aussi en hydrogène des demandes et en électrique à batterie sur le marché de la construction, les véhicules de construction, les véhicules miniers. Enfin, toute la mobilité est en train de se transformer vers de l'électrification, batterie ou hydrogène, en fonction des besoins des usages et des applications, et un peu un trade-off sur la technologie la meilleure qui sera utilisée. Bon, évidemment, hein, je suis technicien et j'ai une faiblesse pour la technique. Donc, je pense que c'est peut-être intéressant. Je ne sais pas si tout le monde va trouver ça intéressant. Mais Béatrice, si tu pourrais expliquer un petit peu les spécificités des réservoirs pour l'hydrogène, parce que moi j'ai une idée, mais je pense que pas tout le monde, parce que pourquoi c'est différent d'une réservoir pour du carburant. Oui. Alors la raison principale, hein, que l'hydrogène il va être stocké à très haute pression dans les réservoirs. Donc aujourd'hui pour l'automobile c'est 700 bars. Donc l'hydrogène est stocké dans ces gros réservoirs qui sont en fait des liners thermoplastiques avec un enroulement de fibres de carbone autour, hein, qui permettent d'avoir la tenue mécanique et et tenir cette pression. Et pour les camions, on est dans des pressions de 350 bars, donc c'est quand même techniquement, c'est un beau challenge. Ces réservoirs, bien évidemment, sont certifiés, testés, et en termes, ils sont testés à entre 2 et 2,5 fois la pression d'usage, hein, donc pour en garantir la sécurité. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et les enjeux, c'est bien évidemment de pouvoir utiliser la quantité de filtre de carbone nécessaire pour la tenue mécanique, mais pas trop, puisque le filtre de carbone a quand même un coût non négligeable. L'autre challenge, c'est autour de la molécule d'hydrogène, qui est une molécule très volatile, donc il faut aussi savoir bien la contenir et bien toute petite. Voilà, mais effectivement. Ça, c'est pour la partie réservoir. Je pense que c'est la plus petite. Oui, c'est la plus petite. C'est la plus petite. Pour la partie pile à combustible, alors les piles à combustible, c'est un empilement de plaques, ce qu'on appelle nous des plaques bipolaires. Hein. Et donc, en fait, l'hydrogène d'un côté avec l'oxygène de l'air va faire un flash sur ces plaques bipolaires et générer de l'électricité à l'intérieur de cette pile à combustible. Par contre, il faut savoir gérer l'ensemble des flux d'hydrogène, les flux d'air, les flux d'eau, puisqu'on va rejeter de l'eau, les flux électriques. Et ça, on appelle ça la balance of plant. C'est un terme qui vient de l'industrie je crois, des centrales électriques, centrales nucléaires. Et donc là aussi, c'est un vrai savoir-faire, tout en ayant quelque chose qui soit dans un véhicule, pas trop gros,
et qui dure la durée de vie du véhicule, au moins 10 ans, voire plus, parce que ça c'est la spécification, mais ça c'est juste la spécification, donc en fait des produits qui doivent durer une quinzaine d'années, avec bien évidemment, en termes de sécurité, c'est un non négociable, donc en fait une gestion complète de la sécurité, du vieillissement de tous ces matériaux. Donc c'est quand même des beaux challenges pour l'industrie. Et puis aussi, associé, il y a aussi une batterie dans les véhicules hydrogène, pour pouvoir que la batterie ayant géré la partie de pic de puissance et les démarrages de la pile. En général, c'est la batterie qui prend le relais. Enfin bon, il y a plusieurs architectures possibles, mais il y a aussi une batterie dans les véhicules hydrogène. Donc c'est un système assez complexe, mais voilà, c'est un système assez complexe. Super intéressant, hein. Personnellement, je trouve ça absolument passionnant et comme j'ai roulé en véhicule hydrogène, ça ressemble énormément à un véhicule électrique à conduire. Par contre, en termes de remplissage, c'est pas du tout le même échelle-temps. Bon, j'aimerais bien maintenant tourner un petit peu vers les métiers dont on va dépendre un peu pour ces activités. Et je pense que, Sophie, pour l'économie circulaire, ce n'est pas des métiers traditionnels de l'automobile, hein. C'est autre chose. Oui, effectivement, j'ai découvert ça aussi récemment. Finalement, les métiers de l'automobile aujourd'hui, on est complètement tourné vers le digital, le véhicule autonome, l'électrification, la cybersécurité. C'est vraiment ça les grands axes. Et finalement, quand on se tourne vers l'économie circulaire, on se rend compte qu'on on revient beaucoup plus à des fondamentaux qui sont les fondamentaux de la matière. Et d'ailleurs, c'est le même problème pour la batterie, puisqu'en fait, il y a un fondamental, c'est la sécurisation de la matière, des métaux qu'on met dans la batterie. Et finalement, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais ça donne l'impression, quand on vient à l'économie circulaire et à ces problématiques de matière, que finalement, c'est quand même les vrais sujets qu'on a devant nous et que le reste, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Excusez-moi de... mais quand même, c'est les ressources aujourd'hui qui sont le sujet numéro 1. Le reste, c'est en plus. Donc en fait, les métiers, moi je redécouvre l'importance des métiers autour de la matière, autour de la matière des polymères, parce qu'il y a tout un sujet dans l'économie circulaire de décarboner, enfin défossiliser, se défaire de la dépendance à l'industrie polymère qui est complètement basée sur les énergies fossiles aujourd'hui, sur les énergies fossiles. Donc là, il y a c'est incroyable, il faut complètement transformer, quoi. Les visions des plasturgistes, c'est qu'à l'horizon 2050, il y aura 70% de recyclage et que le reste, on va compléter avec du biosourcé et puis des polymères qui seront issus de ce qu'on appelle les carbon capture et usage. Donc c'est vraiment c'est plus que la transformation. Quel est le titre de l'événement aujourd'hui? Transformation? Métamorphose. C'est encore plus que la métamorphose. Dans le domaine des aciers et des aluminiums, là aussi, il y a une métamorphose, puisqu'en fait, le déploiement des fours électriques, etc., pour être capable d'incorporer plus de matières recyclées. Donc, c'est aussi une industrie qui est complètement challengée. Et on voit que nos grands champions, en fait, industriels, ont à se réinventer, quoi. L'automobile doit se réinventer, mais toutes les technologies, et notamment celles de la matière, doivent se réinventer. Et l'industrie des batteries, qui est complètement centrale, elle doit s'inventer nouvelle, se créer en intégrant ces problématiques de recyclage et donc de transformation de la matière, notamment pour assurer notre autonomie stratégique. Donc finalement, la matière, la chimie, les technologies de recyclage. Il y a aussi quand même du digital, parce qu'en fait, dès qu'on veut faire du recyclage et de l'économie circulaire, il est question d'abord de faire de la collecte. Et parce qu'en fait, il faut collecter, rassembler les matières de façon homogène entre elles. Le sourcing est beaucoup plus compliqué, contrairement à du vierge où on fait une mine ou bien et puis tout est là et on source directement. Quand on fait du recyclage, il faut aller chercher à divers endroits, rassembler. Et donc là, le digital intervient pour ça. Philippe, je pense que tu veux enchaîner. Voilà, exactement. Je voulais enchaîner sur plusieurs sujets. Ta question portait sur les métiers, les compétences. J'y ai fait allusion tout à l'heure.
quand on veut créer une industrie, il faut d'abord aller rassembler, créer les compétences. J'ai parlé des techniciens, des spécialistes de l'usine, de comment on fait une usine de batterie. Ça, c'était un grand sujet. Mais effectivement, quand on s'attaque à la création d'une industrie, il y a toute une palette de nouveaux métiers qu'il faut découvrir. Et je voulais justement rebondir sur les matières et le recyclage. Les matières premières, en fait, moi je viens aussi de l'industrie automobile, c'est quelque chose qu'on tenait pour dit. En fait, il y aura toujours du fer, il n'y a pas de problème. Mais pour faire des batteries, il ne faut pas que du fer, il faut d'autres choses. Il faut du nickel, du cobalt, du lithium et certaines autres choses. Et là, on s'est rendu compte mais peut-être que ces matières ne sont pas indéfiniment disponibles. Et d'ailleurs, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Et donc là, c'est une nouvelle préoccupation, un nouveau métier qui est les spécialistes de la gestion de ces matières premières. Alors ça veut dire les industries minières d'une part, ça veut dire les industries de la transformation d'autre part. Là on parle de chimie, d'électrochimie, de métallurgie, etc. Mais ça va même beaucoup plus loin. Par exemple, il y a tout un aspect économico-financier. La mine, c'est un grand sujet de trading, c'est un sujet de couverture de risque, c'est des très grands sujets sur lesquels là aussi on a des nouveaux métiers à aller chercher. Donc évidemment, c'est un sujet très important. Le sujet du recyclage, alors je vais le dire une fois de plus, le recyclage des batteries n'est pas un problème. Maintenant, je pense que le message est bien passé. Il n'est pas un problème, c'est quelque chose à mettre en œuvre, et ça, on le fait avec des partenaires, on le fait avec beaucoup de gens, mais ça n'est pas une impossibilité ni un problème. En quoi c'est quelque chose d'important, le recyclage des batteries? Pour nous, fabricants de batteries, en fait, ça concerne 3 choses. La première chose, c'est laquelle tout le monde pense, c'est les batteries en fin de vie. Mais pour tout vous dire, nous, on va faire des batteries qui vont durer très longtemps. Et donc, leur fin de vie, mettons 15, 20 ans, peut-être plus. Donc leur fin de vie, elle est relativement lointaine. Donc l'industrie du recyclage des batteries, elle aura beaucoup évolué d'ici là. Mais c'est important aussi. Le deuxième point, en revanche, il est beaucoup plus court terme, c'est le recyclage de nos rebuts de fabrication. Lorsqu'on fabrique des batteries, il y a le moins possible, mais un peu de rebuts de fabrication, des morceaux qu'on découpe, des batteries qui ne marchent pas bien, etc. Et ça, c'est très important de les réinjecter dans la chaîne. Et là, on parle d'économie circulaire, même de circuits courts. Parce que comme ces matières, ces rebuts de fabrication sont plus ou moins transformés, si c'est en tout début de chaîne, ça peut être un petit bout d'un feuillard de cuivre qu'on a coupé, on peut le réinjecter très vite dans le circuit du cuivre, etc. etc. Donc c'est très important de mettre en place, en même temps que notre usine de batterie, une usine de recyclage ou des usines de recyclage qui vont être capables de traiter ces rebuts ou ces déchets, on peut l'appeler, pour les réinjecter le plus rapidement possible. Alors ça, c'est pas juste pour le faire et c'est pas pour ne pas les jeter par terre, c'est pour l'aspect économique, bien sûr, d'abord, mais aussi l'empreinte carbone. Là encore, tout ce qu'on récupère, c'est autant de carbone qu'on n'émettra pas. Mais la troisième chose, et c'est là qu'on rejoint le début, c'est que le recyclage, pour nous, c'est avant tout une source de matériaux. Et c'est ce que tu disais sur les plastiques. Si un jour il n'y a pas assez de nickel pour faire toutes les batteries dont on a besoin, on saura où le trouver, on le trouvera dans des batteries usagées. Et en fait, aller extraire du nickel, du lithium ou d'autres métaux de batteries usagées, c'est à quelque chose près la même opération que de l'extraire des cailloux dans la terre. Quand on prend du minerai, on prend des cailloux dans la terre, on les broie, on les raffine, on leur fait subir un traitement et on en extrait les métaux, puis des composés organiques, des composés minéraux qui servent à la constitution des batteries. Là, si on part de batteries usagées, on a les mêmes métaux qui, je le rappelle, ne sont pas transformés, qui sont toujours à l'état de métal, donc sont toujours accessibles avec leur qualité de métaux. Et en revanche, qui sont beaucoup plus concentrés que ce qui peuvent être dans des minerais, dans des cailloux dans la terre. Donc voilà, l'industrie du recyclage de la batterie, c'était l'occasion d'en dire un mot. C'est un sujet qui passionne toujours, on a toujours des questions là-dessus. Et il y a beaucoup à faire. Et là encore, il y a des métiers à créer, des industries à créer, des partenariats à créer. Et c'est ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Merci beaucoup. Valérie, pour la mobilité partagée,
Quels sont les métiers clés maintenant dont il y aura besoin? Oui, alors dans le domaine de la mobilité partagée, bon déjà il y a tout un domaine très similaire à celui de l'automobile. Je veux dire par là que des fabricants d'autocars, autobus comme Iveco en France ou Alstom, pour moi ce sont des acteurs de la mobilité partagée et qui partagent des challenges tout à fait similaires. Après, on est souvent sur le domaine de l'usage et on essaye de générer des changements d'usage. Là, les sciences humaines sont centrales. C'est-à-dire qu'il va falloir s'intéresser à l'individu, à son quotidien, à ses drivers, ce qui le fait évoluer pour voir comment générer du changement. Je vous prends l'exemple de notre start-up. L'objectif, c'était de stimuler le transport public en zone périurbaine. Comment on peut faire pour y arriver ? On a fini par faire un petit véhicule, mais je dirais classiquement, quand on conçoit un véhicule, on pourrait se dire on va essayer de baisser le poids, optimiser le rendement, avoir un intérieur plus confortable. Et là, c'était pas du tout ça. Je veux dire, on a travaillé avec des acteurs des sciences humaines et le résultat, ça a été il faut faire gagner du temps. Voilà. Et comment faire gagner du temps ? De là, on a imaginé un concept qui fait que les gens n'aient pas de temps d'attente, qu'ils puissent faire des trajets directs, et de ceci a découlé une technologie. Donc je dirais ce qui nous différencie principalement peut-être des autres acteurs, c'est que les sciences humaines ont une place importante dans le domaine de la mobilité partagée. Et j'imagine aussi tout ce qui est numérique, traitement de données, des choses comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, oui, excusez-moi, là j'ai fait une impasse. Oui, c'est central. En fait, tous les acteurs de la mobility as a service, tous les acteurs d'applications qui permettent de mieux intégrer les différents modes de transport, de les faire sortir de leurs silos respectifs, sont centraux. C'est tellement central que je pense qu'il y a eu une confusion entre mobilité partagée et numérique, alors qu'on ne peut pas tout faire par le numérique. Mais c'est central quand même. Oui, parce que c'est quelque chose en même. Moi, j'ai vécu en Asie il y a quelques années, un peu de temps. Et ce qu'on voit là, c'est l'intégration dans des seules apps pour avoir des solutions de mobilité. Et ça, c'est quelque chose où, en France, on a toujours une tendance, j'ai l'impression qu'on est un peu dans les silos entre les différents opérateurs. Mais ça vient, c'est poussé par... en France, on a une tradition de la gouvernance publique et ça, c'est poussé plutôt par les autorités organisatrices de la mobilité. Ce qui fait que il y a des approches qui sont pertinentes parce qu'elles intègrent le transport public qui est quand même une ossature fondamentale de la mobilité partagée. Donc ça c'est bien, avec la limitation que on a tendance à faire des chapelles et chaque ville a son système différent. Mais on avance en marchant, il va y avoir... c'est comme les solutions de paiement qui se généralisent et qui deviennent de plus en plus interopérables. On n'y est pas encore, mais on chemine en ce sens. Voilà. Les grands acteurs du logiciel, d'ailleurs, seront des acteurs de rationalisation. C'est-à-dire ça ne se fera peut-être pas par les villes, mais ça se fera peut-être par des offres mutualisées des grands acteurs du logiciel. Oui, ça me semble raisonnable. Juste, on va revenir sur les fondamentaux. Donc, en termes d'emploi, Béatrice, en termes d'emploi, est-ce qu'on va savoir remplacer tous les emplois qui sont employés par le thermique par les nouvelles énergies? Alors ça, mets les pieds dans le plat. Ouais, c'est une vraie question. Et c'est vrai que pour les acteurs de l'automobile, il y a un vrai changement de paradigme, un vrai changement de métier. On va du thermique à l'électrique. Et puis toutes nos usines, il va falloir les transformer. C'est vrai que l'ambition, en tout cas pour Plastic Omnium, c'est de pouvoir réutiliser ces usines, mais comme le fait Renault. Et finalement, c'est quelque chose qui sera probablement possible sur le long terme, de transformer les usines actuelles de produits développés pour les véhicules thermiques avec des usines. Donc nous, ce sera de réservoirs hydrogène, de piles à combustible. Donc là, on reste quand même dans de la fabrication. Et donc l'objectif, c'est bien de pouvoir garder la production et la fabrication en France et en Europe. Ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge.
Maintenant, il est vrai que les chiffres montrent que l'électrification peut avoir une incidence sur l'emploi en France. En tout cas, pour Plastic Omnium, l'objectif, c'est vraiment cette transformation et de former les équipes R&D à ces nouveaux métiers qu'on a cités. Je ne vais pas reparaphraser, mais avec la même idée aussi d'intégrer aussi l'éco-design et l'économie circulaire. C'est même maintenant une obligation. Donc, en fait, chaque nouveau produit est repensé comme ça. Donc, voilà, pour l'emploi. Oui, moi je ne serais pas aussi pessimiste au global. Steve a montré une carte avec les nombres d'emplois de l'automobile en France. Alors effectivement, c'est toujours la même chose, on voit très vite ce qui disparaît et on a plus de mal à imaginer ce qui va apparaître. Mais certes, on va faire moins de moteurs thermiques, donc les usines de moteurs thermiques, elles vont moins tourner. On va faire moins de réservoirs d'essence, on va faire moins de pots d'échappement, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des batteries, bien évidemment, vous m'avez vu venir, mais on va faire aussi toute la chaîne d'approvisionnement, non seulement de la batterie, mais des véhicules électriques. On peut parler des moteurs électriques, mais on peut parler dans la chaîne d'approvisionnement de la batterie, on a parlé des mines. Alors, il n'y a peut-être pas de mine de nickel en France, quoique la Nouvelle-Calédonie n'est pas très éloignée, fait partie de la France encore, mais pas en France métropolitaine. Mais néanmoins, il y a toute la chaîne de transformation. Et pour faire des batteries, le nickel, par exemple, il est transformé au moins 4 fois avant d'arriver dans la batterie. Donc il est extrait de la terre, ensuite on en fait des sulfates de nickel, ensuite on en fait ce qu'on appelle des précurseurs, ensuite on en fait ce qu'on appelle de matériaux actifs de cathode, et ensuite on vient le mettre dans la batterie, dans la cellule, qui ensuite est installée dans la batterie et qui ensuite est installée dans le véhicule. Donc toute cette chaîne, c'est des emplois, des choses à faire. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette chaîne n'est pas établie industriellement en France et en Europe, mais faisons-le. Rien ne nous en empêche. La bataille n'est pas perdue. On a vu qu'on est au pied d'une courbe de croissance. Donc les emplois et les possibilités, les opportunités, c'est le thème de notre table ronde, sont devant nous. Donc au global, je ne serais pas aussi pessimiste sur on va perdre des emplois. Alors évidemment, je ne fais que manifester mon optimisme. Je ne peux pas démontrer que ça va arriver. En revanche, il y a un enjeu qui est immédiat, c'est la conversion. C'est ce que tu y faisais allusion tout à l'heure, parce qu'effectivement, on a des savoir-faire, des employés, des talents, des gens qui ont aujourd'hui, qui sont consacrés à une certaine industrie et qu'il va falloir emmener vers d'autres emplois. Donc ça, moi je trouve ça au contraire un challenge très intéressant, très motivant, en particulier pour les gens concernés, parce que tout ça c'est des nouvelles choses à apprendre. Et c'est pour ça qu'il y a un grand nombre d'initiatives qui se développent pour faire ça, pour transformer les emplois, les compétences. Verkor a été à l'initiative d'un projet qui s'appelle l'école de la batterie, avec un grand nombre de partenaires, qui a justement pour ambition de permettre à ses employés de différentes chaînes industrielles actuelles de s'orienter vers les métiers de la batterie à travers un grand nombre de formations et avec des objectifs très ambitieux de plusieurs centaines de personnes formées par an à Grenoble et dans la région et plus tard à Dunkerque. Moi, je voulais juste compléter en disant qu'il y a un élément facilitateur de la création de ces emplois, c'est quand même tous les aspects de réglementation qui sont mis au niveau européen, qui sont un élément indispensable pour accélérer et mettre les conditions à la localisation de ce nouveau type d'activité, comme par exemple la localisation de toute la chaîne de la valeur de la batterie en Europe, et se défaire de la dépendance qu'on a aujourd'hui en particulier de l'Asie. Donc, et c'est la même chose pour tout ce qui est économie circulaire et intégration de matières recyclées dans nos futures conceptions. La réglementation, en fait, crée les opportunités, les conditions de la création de marchés locaux en Europe et donc de métiers. Donc, il ne faut pas pour le coup être contre la réglementation, il faut être pour, quoi. Ça nous aide. Et puis l'économie circulaire, enfin, comme je l'ai décrit, je crois, il est absolument certain que c'est générateur de beaucoup d'emplois.
localement sur toutes les étapes de la vie du véhicule. C'est ceux de la mobilité, ceux du réemploi, de la transformation de la matière, etc. Et j'atteste qu'en ayant changé de métier, là, en ayant passé de l'automobile classique à l'économie circulaire, je visite des PME, des petites entreprises qui sont partout dans les territoires, autour de Lyon, dans le nord de la France. C'est incroyable comme on découvre un tissu qui est plein de vitalité, de petites structures qui vont bien, qui sont en croissance, qui ne sont pas en train de gérer la crise comme les grands groupes automobiles, qui sont en train de gérer leur croissance. Donc ce développement des emplois, il est à l'œuvre, je crois, et il y a un potentiel de croissance vraiment important. J'en profite pour mentionner un sujet qui me tient à cœur, et puis c'est le rétrofit. Qu'est-ce que c'est le rétrofit? C'est venir installer une nouvelle chaîne de traction électrique dans un véhicule qui était soit thermique, soit déjà électrique. D'ailleurs, on peut rétrofiter un véhicule électrique. Je vous invite à y réfléchir, en fait. On parle de décarboner la mobilité. Mais le parc automobile, français ou européen, est constitué de millions de voitures qui ont une durée de vie longue. Et donc, on dit en 2035, on vendra que des voitures électriques. Oui, mais on mettra encore 10, 15 ans avant que toutes ces voitures remplacent le parc existant. Donc le rétrofit, c'est une véritable accélération de cette transformation et donc de la décarbonation réelle, c'est-à-dire de l'économie de CO2 émis dans la circulation de tous les jours. Et pour faire ça, effectivement, la réglementation joue un rôle. Il y a eu des changements réglementaires très importants. Tu l'as dit, il y a une dynamique, un enthousiasme, une énergie consacrée, alors pour l'instant surtout par des petites entreprises et des start-up. Il y a une association française qui s'est constituée de toutes ces start-up pour promouvoir ces métiers. Il y a là aussi, exactement à l'appui de ce que tu disais, un potentiel énorme et qui est au bénéfice de tous, y compris, à mon sens, des constructeurs automobiles, des équipementiers automobiles, des fabricants de batteries, bien sûr. Et moi, je souhaitais ajouter un élément, c'est qu'aussi bien au titre de l'économie circulaire que de la mobilité partagée et de la mobilité en tant que service, je dirais, le chiffre d'affaires généré est un chiffre d'affaires local. C'est-à-dire que l'argent reste très souvent à proximité, voire dans la collectivité où ça a été généré. Et il y a eu des études à ce sujet, c'est économiquement très vertueux vis-à-vis d'une consommation pure et simple d'un bien qui fait que immédiatement le chiffre d'affaires généré va vraisemblablement partir à l'étranger parce qu'on n'est pas très fort sur l'export en France. Et donc cette relocalisation de l'économie, elle est vertueuse et je pense, moi, au contraire, qu'il faut s'attendre à des bonnes surprises en termes d'emploi. Bon, je pense que c'est le moment maintenant. On a un petit peu de temps, mais pas trop. Donc, je propose qu'on peut passer à des questions-réponses. Si vous avez des questions pour notre panel, ici, je suis preneur. Je vais passer le micro. Moi, j'ai deux questions. Une sur l'hydrogène. Parce que vous avez parlé d'un plein en 3 à 4 minutes, mais je crois qu'il faut décompresser ensuite les pistolets d'alimentation avant de faire le plein d'un véhicule qui suit. Et donc, ça rallonge le temps du plein, me semble-t-il. Et l'autre question, c'est, vous avez un moteur électrique, vous avez une batterie électrique, vous avez une pile à combustible, vous avez un réservoir hydrogène. Et donc, au global, est-ce qu'en termes de coût et de poids, on ne perd pas ce qu'on gagne en autonomie? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur le rétrofit. Le rétrofit, c'est très bien, mais il y a un coût. Les startups n'arrivent pas à faire rétrofiter tous les modèles qui sont sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est ce coût? Parce que je ne sais plus comment ça fonctionne. On va commencer sur l'hydrogène. Je vais répondre. Alors j'avoue que je ne suis pas experte en station d'hydrogène. Je n'ai pas entendu ce point-là, donc je suis surprise. Maintenant, il n'y a effectivement pas encore suffisamment de stations hydrogène implantées. Donc pour moi, non, il y a effectivement des gères et c'est des choses qui se gèrent à la station. Donc je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant de ça au niveau de la... Moi, j'ai fait le plein d'un véhicule hydrogène. Je n'avais pas noté de gros inconvénients. C'était à proximité de Paris avec une Toyota. C'était
3 minutes et on a embarqué Voilà, les c'est en kilos. 3-4 minutes. Je pense Oui. qu'il n'y a pas. Enfin, je suis pas experte, hein, donc non. Oui, mais non, je veux dire, ça c'est géré en amont et donc après, quand vous êtes usager, tout ça, c'est transparent pour vous en fait. Donc vous faites vraiment le plein normalement et ça c'est complètement transparent et il n'y a pas cette difficulté. Après, il y a une communication effectivement entre le véhicule, le réservoir et la station, mais tout ça c'est intégré dans les déploiements. Pour le deuxième point, ah oui voilà, c'est l'intégration. Effectivement, on intègre des réservoirs. Alors je ne vais pas vous dire que c'est simple d'intégrer des réservoirs hydrogène dans un véhicule. Ce serait mentir. C'est quand même et donc en fait aussi on a des ambitions de travailler dans le futur d'autres formes de réservoirs. Mais l'important aujourd'hui c'est de massifier, de déployer. Sinon on n'arrivera jamais à déployer ces véhicules hydrogène. Donc on met une batterie, on met un réservoir, on met une pile à combustible, on met un moteur thermique, mais tout ça, ça rentre. Il y a des contraintes d'intégration. Je sais que les constructeurs, des fois, ça les embête. Hein. Je sais que c'est compliqué. C'est effectivement plus difficile l'hydrogène pour des petits véhicules, les segments A et B. À partir du segment C, c'est quelque chose qui peut se déployer. Et en plus, aujourd'hui, les premières applications sont plutôt des véhicules commerciaux, donc autour de 3,5 tonnes, à au-dessus de 3,5 tonnes. Donc là, il y a un peu plus de place dans le véhicule. L'objectif, c'est de garder la charge utile et garder toute l'intégralité du véhicule pour pouvoir garder sa charge utile. Voilà. Je peux apporter un petit peu d'éléments sur les véhicules utilitaires. Oui, c'est pas aussi efficace que du gasoil, c'est clair. En termes de place prise, ça prend plus de place. Ensuite, par rapport à un véhicule électrique avec une autonomie équivalente, je pense que ensuite c'est un peu plus partagé. Mais oui, dans les premières applications sur véhicules utilitaires, c'est quelque chose qui honnêtement fait sens. Et moi, je voulais répondre sur l'aspect efficacité énergétique. J'ai cru percevoir que la question était aussi est-ce que c'est pas du gâchis tout ça, de mettre des gros machins dans les voitures? Eh bien non, pas du tout. Au contraire, c'est un facteur d'efficacité énergétique extrêmement important. N'oublions pas que le rendement d'un moteur thermique est quand même très faible, alors que le rendement d'une chaîne de transformation électrique est excellent et très élevé. Donc même si effectivement une voiture électrique à batterie, par exemple, embarque une masse plus importante, au total, c'est une bien meilleure façon d'utiliser l'énergie de départ qui vient d'une éolienne, d'un panneau solaire ou de quelque chose, que d'aller brûler du pétrole. Vis-à-vis d'un véhicule purement électrique, la comparaison avec un véhicule hybride qui a à la fois des motorisations et des réservoirs thermiques, des motorisations et des réservoirs électriques. Et donc le double motorisation, double réservoir, double poids, double coût. Est-ce que sur l'hydrogène, on n'est pas sur des petits véhicules dans ce cadre-là, quoi, en fin de compte? Non, mais je crois que Béatrice a répondu. Voilà, sur les petits véhicules, effectivement, on est. Mais on a aussi le modèle unique. C'est vraiment, il faut vraiment sortir peut-être du modèle unique et on va avoir effectivement, en fonction des usages, du besoin, peut-être des différenciations. On reste sur le moteur électrique de toute façon, hein, et on reste du zéro CO2 à l'émission. C'est ça qu'il faut aussi retenir quand même. Pour répondre sur votre question sur le rétrofit, évidemment, il n'y a pas de rétrofit qui soit pas cher parce que quand même vous tombez vous tombez la chaîne de traction initiale et puis vous installez une chaîne de traction électrique. Donc il faut une batterie, il faut un moteur électrique, un inverteur, etc. L'électronique. Donc évidemment. C'est pas donné, et deux, ça se fait pas sur n'importe quel véhicule, parce qu'il faut un véhicule qui soit capable qui ait un châssis qui soit capable d'intégrer une batterie. Donc c'est pour ça que ça démarre plutôt par le véhicule utilitaire qui a plus de place pour accepter ces nouveaux organes, et deux, qui souvent présentent des cas de véhicules qui ont une valeur importante, en particulier les véhicules transformés, les véhicules qui sont transformés en ambulance, en pompiers, etc. En fait, il y a des coûts de transformation qui font que c'est intéressant de les rétrofiter. Le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas évident qu'on trouve une rentabilité. Oui. Et moi, je voudrais revenir sur le commentaire que je faisais tout à l'heure. À mon sens, le rétrofit rend service à la société. Et alors, s'il rend service à la société, il sera aidé, il est déjà aidé, mais il doit être aidé au même titre que la fabrication de véhicules électriques. Oui, en plus, évidemment, c'est une conception. Donc en fait, il faut faire la conception du rétrofit du modèle A, du modèle B, du modèle C, et donc ça, on ne peut pas rétrofiter un véhicule unitairement, quoi. Il faut s'attaquer à une gamme
Alors on va donner la parole à la prochaine question, mais sur ce sujet de la conception du rétrofit, il y a plein d'idées. Regardez les startups, il y en a qui ont des idées de trucs modulaires avec ils reprennent des batteries. Il y en a, moi j'en ai entendu un qui parlait l'autre jour de conception automatique de systèmes de rétrofit. Je trouve ça formidable. Il est en train de concevoir un logiciel qui va étudier, développer, valider les systèmes de rétrofit pour tous les modèles de façon automatique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas logiciel. Enfin, il y a plein d'idées, donc on n'est pas au bout. Bonjour, Julien Cholin, BDO Advisory. Béatrice Lacou faisait remarquer que sur la partie, elle parlait d'éco-conception. Peut-être, je voulais l'avis côté Verkor et Renault sur la partie batterie et moteur électrique. De quelle façon vous intégrez ça aussi dans vos process pour justement améliorer l'équation économique sur la partie recyclage, parce que ça va être un levier majeur. Alors, je vais laisser répondre le constructeur. Sur la partie batterie, en fait, c'est assez simple. Nous, Verkor, on va faire principalement les cellules de batterie. Les cellules de batterie, elles sont éco-conçues quasiment dès le début. Elles sont recyclables. Alors, nous, on fait des cellules de type pouch qui sont encore plus simples à recycler, par exemple avec du broyage. Donc, cette partie éco-conception est assez directe, assez rapide. La partie importante, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intégration de matières recyclées dans la fabrication de nos batteries. Et là, on a l'ambition d'être très très en amont et très en avance. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des chiffres, mais on est en train de se fixer des objectifs de contenu de matières recyclées dans nos batteries qui seront très très en avance sur l'industrie. Et évidemment, le design to recycle est très très important au niveau du pack batterie en particulier. Tous les designs qui induisent en particulier le cell to pack avec de la colle, ça c'est pas du tout optimal pour la réparation. Donc c'est un critère numéro 1 pour la conception du pack batterie, en plus de tous les autres critères nombreux qui rendent la conception difficile, puisqu'il faut aussi avoir une densité d'énergie, avoir du refroidissement, etc., avoir une rigidité de structure. Enfin, il y a une résistance également au feu. Hein. C'est un critère numéro 1 également, la sécurité. Donc effectivement, l'éco-conception, c'est souvent un peu le parent pauvre, mais il faut que ça évolue dans les esprits pour que ça soit pris au même niveau que les autres critères. Donc le cell to body qui est proposé par certains constructeurs américains, c'est pas... Je ne m'exprimerai pas, on a des experts qui travaillent sur le sujet, mais ils peuvent y aller, mais moyennant des critères de réparabilité. Bonjour, je voudrais revenir sur la question de l'hydrogène. J'entends ce que vous dites sur la question de l'efficacité énergétique d'un moteur électrique, mais j'entends aussi pas mal d'acteurs qui expliquent que finalement le besoin en énergie pour produire l'hydrogène pour l'automobile est délirant, et que peut-être l'hydrogène, il faudrait le garder pour des transports du type l'aéronautique, construire des usines à hydrogène autour des aéroports et de le réserver pour cela, et peut-être d'utiliser d'autres moyens pour l'automobile, étant donné non seulement les crises énergétiques qu'on est en train de traverser, mais le fait qu'on va devoir réduire globalement notre facture énergétique. Donc j'ai vraiment une question intéressée à savoir comment vous répondez à ces critiques-là. Déjà, je suis un peu embêtée par le mot délirant, parce que même si maintenant je suis en marketing, je suis scientifique, donc moi j'aime bien avoir des chiffres, quoi. Donc délirant, ça ne veut pas me parler beaucoup. Si je compare l'efficacité dans sa chaîne globale d'un véhicule électrique à batterie, d'un véhicule hydrogène, oui, il y a une moindre efficacité, un peu moindre, mais c'est pas délirant. Malheureusement, j'ai pas l'ordre de grandeur, mais c'est pas délirant. Après, l'hydrogène, il faut pas aujourd'hui, effectivement, dans l'hydrogène, arriver dans ce véhicule, l'efficacité du véhicule est vraiment satisfaisante et meilleure qu'un véhicule thermique. Si on revient à l'origine de l'hydrogène et où il est produit, c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'hydrogène qui vient des énergies renouvelables, qu'on appelle hydrogène vert, qui sera effectivement, alors bas carbone, qui sera effectivement utilisé pour l'industrie et aussi pour l'automobile. Donc je pense que c'est une répartition intelligente de cet hydrogène qui veut pouvoir être produit à partir d'électrolyse de l'eau, et en plus localement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Après, ce qu'il faut regarder
regarder dans la chaîne de valeur complète, c'est l'efficacité de la production, du transport, du stockage, de la distribution. Et ça, c'est des choses qui sont regardées, ces choses qui sont vraiment analysées dans les analyses de cycle de vie, qui sont regardées vraiment en détail. Donc, j'ai pas ces chiffres d'analyse de cycle de vie, mais je pense pas que on soit dans du délirant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, en fait, dans la chaîne de valeur globale de la production et après aussi à la fin de vie des véhicules. Mais l'hydrogène est plutôt, les véhicules hydrogène sont plutôt vertueux vis-à-vis de cette efficacité globale. Moi, je voulais rebondir sur un autre mot de la question, qui était l'hydrogène, il faut le réserver à. En fait, non, l'hydrogène n'est pas disponible. L'hydrogène, c'est un moyen de stockage de l'énergie. Donc, il n'y a pas besoin de le réserver. C'est un autre moyen de stockage. On a les batteries, on a l'hydrogène, on a d'autres moyens de stockage de l'énergie d'ailleurs, mais là, on parle de ces deux-là. En fait, ces deux moyens, ils sont très complémentaires et ils ont des avantages et des inconvénients. Alors, vous parlez des avions. Alors, effectivement, stocker l'énergie sous forme d'hydrogène, quand on y arrive, comme Béatrice l'a bien expliqué, ça permet de stocker de façon extrêmement dense de l'énergie. Donc, pour le faire voler, c'est une bonne idée, effectivement. Maintenant, vous avez bien compris qu'il y a encore beaucoup de développement avant que les avions de ligne fonctionnent à hydrogène. Donc, je ne pense pas que ça soit une bonne idée de tout miser sur des usines à hydrogène au bord des aéroports, parce qu'on va attendre pas mal d'années avant d'avoir un véritable progrès sur la décarbonation. En revanche, sur les transports, et c'est ce que Béatrice expliquait très bien, d'avoir au moins ces deux modes de stockage de l'énergie à disposition, ça permet d'en bénéficier suivant leurs avantages et les inconvénients. Et ça a été très bien dit, certes, juste pour reprendre le mot délirant, il y a un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, par rapport aux batteries, c'est 2 à 3 fois plus, donc c'est pas délirant, et ça reste du même ordre de grandeur, voire meilleur que de brûler du pétrole. Donc c'est pas délirant, c'est juste qu'il faut un peu plus d'énergie. En revanche, ça a d'autres avantages, comme par exemple la rapidité de recharge et de faire le plein, ou la densité, comme pour les avions. Donc on est vraiment sur des technologies qui sont extrêmement complémentaires et qui se nourrissent l'une de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie beaucoup pour... Ah oui. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous nous avez expliqué en termes d'opportunités de création de nouveaux métiers ou de transformation de la filière. J'aurais voulu avoir votre avis sur les métiers qui vont disparaître. Donc typiquement, un moteur thermique, c'est de l'usinage. Est-ce que vous avez une idée de la transformation des filières d'usinage en France? Est-ce qu'il y a des métiers qui disparaissent? Je pense à la vallée de l'Arve, par exemple, les décolleteurs. Est-ce qu'ils vont disparaître ou est-ce qu'il y a encore de l'usinage de type décolletage qui sera utile pour les véhicules, soit hydrogène, soit électriques? Il y en a encore besoin pour les moteurs électriques et d'ailleurs les fournisseurs de la vallée de l'Arve sont plutôt très dynamiques, me semble-t-il, dans ce domaine. Donc les métiers vont perdurer, parce que pour faire des moteurs électriques, de l'électronique de puissance, des batteries, il y a certes de la chimie à l'intérieur, mais il y a beaucoup de casing, et donc on garde ces métiers-là. Après, je ne saurais pas m'exprimer en termes de quantité d'emplois. Et puis d'ailleurs, quand on parle d'économie circulaire, on va garder tout ce qui est remanufacturing de pièces, etc. Donc après c'est pareil, les quantités, ce ne sera pas le même setup, quoi. Aujourd'hui, on est sur des métiers type usinage qui sont vraiment très gros volume, grande série. Peut-être que ça va un petit peu évoluer sur des choses plus granulaires, plus à façon, peut-être. Mais oui, il se trouve que je connais bien la vallée de l'Arve et son industrie. Et moi, ce que je connais de la vallée de l'Arve, c'est que c'est une vallée extrêmement dynamique et de gens qui, certes, ont fait face à des nombreux challenges, mais qui savent se réinventer et qui savent trouver des nouveaux métiers. Moi, quand j'ai fait mon stage dans une boîte de décolletage à Cluse, on faisait des guides de soupape. Alors, effectivement, des guides de soupape, on va en utiliser moins. Mais en revanche, dans la même entreprise, on faisait des pistons de frein. Ils font toujours des pistons de frein sur nos voitures électriques.
Et ensuite, ils se sont développés dans l'hydraulique. Et l'hydraulique, c'est une très très belle technologie française dans laquelle il y a énormément de potentiel. Donc pour en revenir à votre question sur et dans les voitures électriques, est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire? Mais oui, bien sûr. Ils savent faire de la transformation de métal à froid. Il y a plein de choses à faire. Dans une batterie, il y a des trucs qu'on appelle des bus-bars, qui sont des barres de cuivre ou d'aluminium déformées, etc. C'est un très bon métier pour la vallée de l'Arve, par exemple. Mais donc oui, il y a des... En fait, je voulais remettre tout ça en dynamique. C'est-à-dire que si on raisonne en statique, ah ben moi je sais faire des guides de soupape, effectivement, là, pas de bol. Mais c'est pas comme ça, vous le savez très bien. Les gens qui sont sur le terrain, ils sont en pleine dynamique, ils ont envie de se réinventer. Absolument. Je les connais bien aussi. Ils sont dynamiques. Ils ont d'autres marchés et ils continueront effectivement à servir la filière automobile. Mais je voulais savoir si effectivement il y avait des nouvelles opportunités de besoin. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut... Je sais pas si on Merci entend, pour la question. Je voulais réponses. mentionner, Steve, l'importance justement du travail que fait la PFA, la filière automobile, la plateforme automobile française, qui est vraiment fer de lance pour animer justement l'ensemble de la filière automobile, qui démarre par les constructeurs, mais aussi les équipementiers, et puis après les plus petites entreprises, les entreprises de services autour du véhicule. Ben oui, là, je le dis parce que je le pense. On est contraint par le timing et je deviens tout rouge. Là. Qui anime justement toute la réflexion autour de cette transformation de la filière. Et c'est vrai que c'est une transformation qui est compliquée à faire. On n'a pas beaucoup de temps pour la faire et je voulais souligner l'animation de la PFA qui est, je pense, très utile. C'est clair que c'est quelque chose qui certainement, mais surtout mes collègues sur le parti industriel s'occupent de toute cette voie de transformation. Mais je vois mon collègue en haut là qui me signale que le temps est fini. Donc, je propose qu'on va applaudir les intervenants. Et merci beaucoup pour vos questions et merci à tout le monde pour vos contributions.